Bienvenue à vous tous dans l'info du jour. Il est 13 h à Paris, une heure de plus au Proche-Orient. Nous allons suivre les derniers développements d'un peu plus près. Ce sont ces nouvelles restitutions de dépouilles. 3 corps rendus par le Hamas. Ils ont été identifiés. Des ex-soldats tués au combat le jour des attaques du 7 octobre ont donc été rendus à leurs proches. Reste encore 8 dépouilles, peut-être restituées d'ici la fin de la semaine. L'État hébreu s'impatiente. On verra quelle suite attendre à l'heure où Benjamin Netanyahou relance peu à peu les hostilités à Gaza, mais aussi au sud Liban. Décryptage pendant cette demi-heure avec Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Jérusalem, et également avec mon invité Agnès Levallois, présidente de l'IREMO. Bonjour à toutes les deux, bienvenue dans cette séquence. Au sommaire de cette émission, on reprendra aussi les suites du débat en cours sur le budget. Les députés s'apprêtent à baisser le rideau aujourd'hui sur le premier volet recettes. La voie est étroite, mais un chemin est encore possible, a estimé ce matin le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. On fera le bilan avec Flore Simon dans le Club France 24 à 14 h, heure de Paris. Et puis on prendra le large de nouveau pour vous faire vivre les suites de la Transat Café L'Or. Une semaine après le coup d'envoi de la course en équipe, la ligne d'arrivée se rapproche. On ira prendre le pouls sur les IMOCA de Samantha Davis et Violette d'Orange, mais aussi sur celui de Louis Duc et Massa Suzuki. C'est une nouvelle page qui pourrait être tournée cette semaine. Bientôt peut-être l'intégralité des otages enlevés le 7 octobre 2023 auront été rendus aux Israéliens. Bientôt le chapitre des enlèvements de masse pourra être tourné. Hier soir, le Hamas a encore livré aux Israéliens 3 dépouilles, 3 soldats tués dans les combats au moment des attaques du Hamas. En vertu de l'accord de cessez-le-feu, le mouvement islamiste aura donc peut-être bientôt rempli son engagement, offrant la possibilité aux familles israéliennes de faire leur deuil. Mais que se passera-t-il ensuite? La question est posée à l'heure où le gouvernement israélien semble tenter de reprendre l'offensive là où il l'avait arrêté. On voit ces frappes en territoire palestinien peu à peu reprendre. À Istanbul, en tout cas aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de 7 pays musulmans vont tenter de peser sur l'avenir de Gaza en les mobilisant sur la reconstruction du territoire palestinien. On va aborder toutes ces questions avec notre invitée Agnès Levallois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po, autrice du livre noir de Gaza. Une première question sur ces libérations d'ex-captifs décédés pendant la captivité, ou d'ailleurs dès le jour du 7 octobre. Là, apparemment, c'était le cas pour ces 3 soldats qui ont pu être identifiés. Ça fait 3 corps de plus, rendus aux Israéliens, rendus aux familles. Pour le moment, en Israël, on n'attend qu'une seule chose, c'est le retour de l'intégralité des otages. Oui, bien sûr, c'est l'attente pour les familles des otages que l'on peut tout à fait comprendre. Mais on sait aussi que c'est extrêmement difficile, en raison de la situation dans la bande de Gaza, de retrouver tous les corps, puisque la bande de Gaza a été complètement ravagée et qu'il y a des tonnes et des tonnes de décombres. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir retrouver ces corps sous ces décombres. Alors c'est vrai que le gouvernement israélien s'impatiente, mais la réalité sur le terrain est telle que le Hamas, en tous les cas, démontre jusqu'à aujourd'hui sa volonté, en tous les cas, de respecter cet accord en permettant que ces dépouilles soient retrouvées. On va regarder justement en images comment s'est déroulée cette dernière restitution. Donc je vous lisais 3 corps supplémentaires rendus aux Israéliens. Il nous reste encore 8, encore en territoire palestinien. Regardez. À bord de ces véhicules de la Croix-Rouge, 3 nouveaux corps d'otages remis ensuite à Israël. Ceux du soldat américano-israélien Omer Neutra, du colonel Assaf Hamami et du sergent Oz Daniel. Ils s'ajoutent aux 17 autres dépouilles déjà rendues sur les 28 attendues. Malgré plusieurs épisodes de violence, une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre, dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. Ce dernier vise au retour de tous les otages enlevés en Israël, vivants ou morts, mais Israël ne cesse de reprocher sa lenteur au Hamas quant à la remise des dépouilles restantes. Ce samedi, la restitution des restes partiels d'un otage a suscité l'indignation parmi les familles.
Elles ont appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à redoubler d'efforts pour rapatrier les dépouilles des disparus. Il est important qu'ils reçoivent des funérailles dignes et que leur famille ait la possibilité d'aller de l'avant, non pas pour faire leur deuil, mais pour prendre un nouveau départ et reconstruire leur vie autant que possible. Ces restitutions conditionnent la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu de Donald Trump, phase qui n'a pas encore été approuvée, notamment en ce qui concerne le désarmement du Hamas, l'établissement d'une autorité transitoire et le déploiement d'une force internationale de stabilisation à Gaza. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, ça se passe, mais non sans difficulté pour le Hamas, cette restitution des corps, des ex-otages qui ont perdu la vie pendant la captivité. C'est une tâche extrêmement compliquée, mais est-ce que vous pensez qu'on sera en mesure bientôt prochainement de dire ils l'ont fait, ils ont tenu leur engagement? Oui, je crois que le Hamas a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de respecter l'engagement qui avait été pris lors de la négociation pour ce cessez-le-feu. Et donc le Hamas s'est engagé, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça n'est pas forcément que le Hamas qui détenait les otages et les dépouilles des otages. Et donc il a fallu aussi retrouver, savoir qui les détenait, avec des groupes comme le djihad islamique, et que la réalité sur le terrain, je crois qu'il faut absolument comprendre ce que ça représente, des tonnes et des tonnes de gravats, et donc de retrouver des dépouilles dans ces conditions, même avec la meilleure volonté du monde, en sachant que les Palestiniens ne disposent pas du matériel nécessaire, raison pour laquelle il y a eu des propositions, en particulier de la Turquie, de venir avec des équipes spécialisées avec du matériel, et que par exemple cette équipe turque n'a pas encore eu le droit par Israël de rentrer dans la bande de Gaza pour aider le Hamas à mener cette tâche absolument importante, évidemment essentielle, mais pour cela il faut quand même un minimum de moyens. Et donc cette rhétorique développée par Israël sur laquelle le Hamas est de mauvaise foi me paraît déplacée lorsqu'on regarde véritablement la réalité du terrain. Et on voit quand même que le Hamas est en train de mener les opérations. Alors peut-être qu'il veut aussi gagner du temps parce que c'est sa dernière capacité aussi à pouvoir agir dans la négociation avec Israël. On va évoquer dans un instant ce qui va se passer évidemment par la suite, parce que c'était une monnaie d'échange, les otages, vivants ou morts d'ailleurs, et bientôt il n'y aura plus cette monnaie d'échange aux mains des islamistes palestiniens. Claire Duhamel, on évoquait le double discours du gouvernement israélien qui est de dire que ça ne va pas suffisamment vite, mais qui ne donne pas non plus les moyens pour accélérer le rythme. 3 otages décédés de plus rentrés en territoire israélien. Pour Israël, c'est toujours insuffisant. Il reste encore 8 otages. Bonjour Elisabeth. Oui, et ça a été bien expliqué par Agnès Levallois. Ici à Jérusalem, au quotidien, on voit comment se déroulent ces restitutions de corps d'otages avec 2 versions qui s'affrontent. Le Hamas qui répète depuis des semaines qu'il ne parvient pas à localiser tous les corps d'otages dans les décombres de Gaza. Et puis le gouvernement israélien qui rétorque qu'il s'agit là d'une manipulation du Hamas, d'une posture pour jouer la montre pour des raisons stratégiques, puisque selon les termes de l'accord de cessez-le-feu qui a été voulu notamment par l'administration Trump, la fin de la restitution des corps d'otages signifiera l'entrée progressive dans une deuxième phase du cessez-le-feu dont les contours restent encore extrêmement flous. Lorsque toutes les dépouilles d'otages ou quasiment toutes les dépouilles d'otages auront été rendues aux Israéliens, on entre dans une nouvelle ère particulièrement incertaine aussi bien pour Israël que pour le Hamas. À l'heure actuelle, le Hamas détient donc toujours 8 corps d'otages. Aujourd'hui, les Israéliens ont rendu 45 dépouilles de Palestiniens au Hamas. Ça fait partie aussi des règles de l'accord de cessez-le-feu. Un corps d'otage israélien pour 15 dépouilles. Mais le ministère de la Santé de Gaza, qui est contrôlé par le Hamas, dit que faute d'accès à des tests ADN, ils ne parviennent pas à identifier la plupart de ces dépouilles de prisonniers palestiniens. Claire, je crois qu'un autre sujet est passé en une de l'actualité chez vous aujourd'hui. On a suivi les derniers rebondissements ces dernières heures. Histoire complètement dingue, celle de Yifat Tomer Yerushalmi, ex-procureur général de l'armée qui avait démissionné, on l'a suivi vendredi dernier. Elle a été arrêtée ce matin. Elle est soupçonnée d'avoir fait fuiter à la presse une vidéo montrant le viol d'un détenu gazaoui dans une prison israélienne. C'est évidemment un dossier retentissant chez vous aujourd'hui.
Oui, c'est une actualité qui est chroniquée chaque jour dans la presse israélienne et qui a énormément d'attention dans le public israélien. Alors pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir un peu dans le passé. En août 2024, lorsque une vidéo est publiée par la chaîne 12, une vidéo montrant des gardes de la prison de Sde Teiman, qui est la prison dans le Negev où il y a des détenus gazaouis, des gardes, ça donnait à des sévices sexuels contre un prisonnier palestinien dont l'identité est inconnue, un viol présumé, des actes de sodomie présumés et attestés par un hôpital israélien où a été amené ce détenu alors que sa vie était en danger. Ce détenu qui avait des blessures au rectum et au haut du corps selon des sources médicales. Déjà à l'époque, cette affaire avait eu un effet retentissant en Israël puisque d'abord, ce sont 5 soldats qui avaient été arrêtés, ce qui est extrêmement rare en Israël que des soldats soient arrêtés pour des faits de violence présumés contre des prisonniers palestiniens. L'extrême droite s'était emparée de l'affaire. Il y avait eu plusieurs militants d'extrême droite qui avaient voulu rentrer dans cette prison de Sde Teiman. Et puis, cette affaire avait ouvert cette question de la violence des gardes israéliens dans les prisons palestiniennes où des faits de torture sont documentés par de nombreuses ONG et par de nombreux médias. Alors cette affaire a ressurgi mercredi dernier lorsque la police a dit avoir de nouveaux éléments estimant que c'était la procureure générale de l'armée, Yifat Tomar Yerushalaymi, qui avait ordonné à ses équipes de faire fuiter cette vidéo publiée par la chaîne 12 qui est illégale en Israël lorsqu'une enquête est en cours. Or, une enquête avait été ouverte avant la publication de ces vidéos. Tomer Yerushalaymi a démissionné vendredi dernier, attestant dans une lettre qu'elle avait bien demandé à ce que ces vidéos fuitent. Hier, elle a disparu pendant quelques heures, si bien que la presse israélienne pensait qu'elle s'était potentiellement suicidée, avant que finalement elle ne soit retrouvée et placée en détention ce matin, en garde à vue, extrêmement surveillée et à l'isolement compte tenu de la sensibilité de cette affaire en Israël. Merci beaucoup Claire Duhamel. C'est intéressant et c'est l'autre versant de cette affaire parce qu'on continue aussi à rendre des dépouilles de Palestiniens détenus ces dernières années, ces derniers mois en Israël et cette prison, ce centre de détention de Sde Teiman est largement décrié aujourd'hui. Oui, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu de nombreux sévices et des sévices extrêmement graves tels que ceux relatés à l'instant qui ont été commis par des soldats israéliens dans cette prison. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est le Ben Gvir, qui est ce ministre de la Sécurité nationale, qui représente l'extrême droite et qui, lui, évidemment, ne veut pas entendre parler de la moindre remise en question du rôle de ces soldats qui se sentent, pour certains d'entre eux, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'armée israélienne, mais une partie de ces soldats israéliens se sentent aujourd'hui complètement soutenus par ce ministre d'extrême droite qui les autorise à avoir des comportements absolument indignes et qui méritent justement d'être dénoncés, ce qu'avait fait cette procureure générale, mais au prix, on le voit maintenant, du fait qu'elle a été contrainte de démissionner et que l'extrême droite s'est complètement emparée de ce sujet pour la décrédibiliser totalement. L'agenda, est-ce qu'il est dû au hasard? On va toucher à la fin de cette première phase, la restitution de l'intégralité des otages par le Hamas. Et on voit que côté israélien, on est déjà en train de commencer à préparer la suite. On l'a d'ailleurs déjà entamé, la suite. Oui, parce que je pense que pour Netanyahou et ses ministres d'extrême droite, il est hors de question de passer à la deuxième phase. D'ailleurs, cette première phase n'a pas été respectée côté israélien, puisqu'il y a eu quand même plus de 100 morts palestiniens depuis cette trêve, et que l'autre versant qui était compris dans cette première phase, c'était la rentrée massive d'aide humanitaire, qui est loin d'avoir été mise en place par Israël, au nom justement du fait que tous les corps n'avaient pas été rendus. Et donc, on voit bien que même cette première phase n'a pas été respectée comme il se doit. Et je pense que cette affaire de la procureure générale arrive à un moment où qui peut aussi être un moyen de détourner l'attention aussi en Israël sur cette deuxième phase qui pourrait peut-être intervenir. Et on voit bien Netanyahou qui essaye absolument de se donner tous les moyens pour ne pas franchir cette deuxième étape, et en tous les cas pour montrer que c'est encore lui qui tient complètement les rênes de ce pouvoir, alors que l'on sait que les Américains sont quand même complètement partie prenante dans les décisions qui sont prises aujourd'hui, et que pour Netanyahou, c'est extrêmement difficile à accepter. On va le voir dans quelques instants. Il y a l'interview de Donald Trump à CBS hier soir qui en dit long sur les
résultat des relations toujours extrêmement proches et croisées. D'ailleurs, on apprend à l'instant que le Hamas confirme la restitution de 45 corps de Palestiniens rendus par l'État hébreu. Donc ça vient de se produire à l'instant. J'aimerais qu'on parle des Palestiniens ensemble. Vous évoquez ces 100 morts depuis l'instauration de ce cessez-le-feu. Il y a eu des frappes israéliennes, bien sûr. Et à Gaza, de nombreux Gazaouis déplacés vivent toujours dans la terreur au moment où l'on se parle. Dans le camp de Jabalia notamment, l'inquiétude monte auprès des Palestiniens qui se trouvent tout près de cette ligne jaune dont on a commencé à vous parler depuis l'instauration de cette trêve. Derrière cette ligne s'est repositionnée l'armée israélienne depuis ce cessez-le-feu. Explication avec Natalia Odicharia. Regardez. Ces déplacés gazaouis vivent dans la peur. Installés dans ce camp à Jabalia, ils se trouvent tout près de la ligne jaune qui délimite la zone derrière laquelle s'est repositionnée l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu. Je vis ici avec ma famille de 6 personnes, mais nous vivons dans la peur. Il y a constamment des coups de feu, des frappes de drones et des attaques de chars. Des tirs d'armes à feu, des bombardements et des éclats d'obus nous atteignent ici. Nous ne pouvons pas rester dans le camp de Jabalia tant que la ligne jaune existe. Ces blocs de béton jaune ont été placés ici par l'armée israélienne pour avertir les habitants et délimiter la ligne. Elle s'étend du nord au sud de l'enclave à travers plusieurs villes et des blocs d'habitation. Certains Gazaouis habitent au-delà de cette zone et sont pour le moment coincés ici, faute de pouvoir traverser cette nouvelle frontière. Notre espoir et notre souhait sont que l'armée se retire afin que nous puissions rentrer chez nous. Nous voulons que la deuxième phase de l'accord commence pour que nous puissions retrouver nos foyers. Tant que la ligne jaune et l'armée israélienne resteront ici, la vie sera impossible et la situation restera difficile. Depuis le cessez-le-feu, plusieurs incidents mortels ont été recensés par les autorités palestiniennes. L'armée israélienne, elle, évoque des tirs pour éliminer des menaces. Ça, c'est la réalité aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. On continue de mourir malgré l'instauration de ce cessez-le-feu. Et il y a cette nouvelle réalité que constitue cette ligne jaune à ne surtout pas franchir, évidemment. Oui, bien sûr, puisque c'est la règle qui a été mise en place lors de cet accord. Mais on voit bien qu'on est loin d'une situation, j'allais dire pas réglée, mais d'une situation même apaisée, puisque la situation d'abord sur le terrain est absolument inimaginable. Comment vivre dans ces tonnes de gravats, de décombres. On voit les images derrière vous quand vous parlez, justement, effectivement. Et donc, tant qu'on n'avancera pas de façon vraiment significative et avec des moyens considérables mis en œuvre, les Palestiniens ne peuvent pas vivre dans cette enclave, même s'il y a moins de bombardements qu'auparavant. Et ça, c'est quand même l'effet positif de ce cessez-le-feu, il faut quand même le souligner. Mais on est loin de pouvoir vivre dans la bande de Gaza en raison de l'ampleur de ces dégâts. Et je le rappelle du fait que l'aide humanitaire est loin de rentrer tel que ça avait été prévu lors de l'accord qui a été signé. Il se trouve qu'au moment où l'on se parle, la Turquie réunit aujourd'hui à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de 7 pays musulmans avec pour objectif de tenter de peser justement sur l'avenir de Gaza en mobilisant sur la reconstruction du territoire palestinien. On voit que le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a beaucoup critiqué quand même l'attitude de Netanyahou ces derniers jours, il parle d'attitude très médiocre, veut tout faire pour faire avancer le processus. Oui, parce que les pays musulmans se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas laisser simplement les Américains gérer ce dossier, puisque les Américains sont complètement avec Israël et que les Palestiniens, enfin personne n'a défendu, si je puis dire, les droits des Palestiniens dans cette affaire, puisqu'ils ont été complètement mis de côté lors de la négociation. Et donc pour Erdogan, c'est une façon aussi de reprendre pied dans ce rôle de médiateur et de voulant peser pour pouvoir permettre effectivement de tenir compte des intérêts des Palestiniens et de ne pas simplement mettre en place un cessez-le-feu qui soit uniquement favorable aux intérêts israéliens. Sinon, c'est une façon d'essayer de rééquilibrer, mais ça ne suffit pas. Non, quand on entend un Trump dire à CBS hier soir que Benjamin Netanyahou est injustement traité, soumis à un procès pour corruption en ce moment en Israël, Washington qui dit qu'elle va s'impliquer personnellement dans le procès au pénal du Premier ministre. Oui, on voit bien la proximité toujours très forte, même si on disait il y a encore 10 jours, Trump met la pression à Netanyahou.
Oui, il met la pression à Netanyahou, mais en même temps, sur cette question de procès, lui ayant vécu la même chose, il est complètement en solidarité avec Netanyahou. Donc ce sont différents dossiers qui, pour Trump, sont complètement séparés. Il y a d'un côté, il ne peut pas admettre qu'un allié comme Netanyahou soit impliqué dans un procès et subisse cela, parce que pour lui, c'est absolument inacceptable. Et en même temps, quand Trump a besoin de montrer qu'il est capable d'obtenir quelque chose, eh bien, il va contraindre Netanyahou d'accepter. Mais la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point Trump va s'impliquer pour faire respecter cet accord, puisqu'on sait très bien qu'il est versatile. Vous avez des doutes, Agnès Levallois, aujourd'hui? Bien sûr, j'ai d'énormes doutes, parce qu'on voit bien Trump est capable de s'investir, mais il peut aussi, dès le lendemain, se désintéresser totalement de ce même dossier. Et à ce moment-là, Netanyahou va reprendre absolument toute liberté d'agir, au prétexte, on le voit, qu'il peut y avoir telle ou telle opération menée par le Hamas. Le Hamas étant encore là de toute façon, il aura toujours un prétexte pour dénoncer cet accord. On rappelle que la phase 2 prévoit le désarmement du Hamas, ce que le Hamas lui-même refuse. Ça va être compliqué quand même. Oui, en même temps, on se pose des questions. Ça fait 2 ans qu'Israël bombarde à n'en plus finir cette bande de Gaza. Et donc, que reste-t-il véritablement de cet armement du Hamas? Donc, de quoi parle-t-on exactement? Moi, j'aimerais savoir, mais pour ça, il faudrait que des observateurs puissent rentrer dans la bande de Gaza pour savoir exactement ce qui reste de cet armement du Hamas, qu'il reste des choses sûrement. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est vraiment du matériel qui met en danger l'État d'Israël, ou est-ce que c'est encore une rhétorique qui est simplement mise en avant pour justifier la poursuite? Et je pense qu'au bout de 2 ans de bombardement de cette ampleur, on est en droit de se poser la question. Mais pour cela, pourquoi Israël n'autorise pas des observateurs à rentrer dans la bande de Gaza? Je rappelle qu'ils refusent toujours, alors que le cessez-le-feu est intervenu, que des journalistes et des observateurs rentrent. C'est ce que j'allais vous dire. Dans l'Observateur, il y a aussi la presse internationale qui n'a pas manqué de le répéter, de redemander au cours de ces 2 ans de guerre un accès libre au territoire palestinien. On parlait tout à l'heure du retour des otages décédés. Bientôt, peut-être, les 8 dépouilles seront rendues aux Israéliens. Et quid de l'après? Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le camp palestinien aujourd'hui. Que vont faire les Israéliens une fois que tous les otages auront été rendus? Est-ce que vous inquiétez, vous? Moi, je m'inquiète foncièrement sur le processus qui a été lancé. Donc, évidemment, une fois que tous les otages et les dépouilles israéliens seront rendus à Israël, on ne peut que s'inquiéter de la poursuite du processus, tant nous sommes dans une situation d'asymétrie absolue entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc, n'ayant plus de monnaie d'échange, si je puis dire, et ce terme est horrible s'agissant évidemment de personnes, mais il s'agit de cela aussi. Que fera Israël? Je pense qu'Israël reprendra sa liberté sous un prétexte quel qu'il soit. Je vois mal aujourd'hui... Elle a déjà commencé, non? Avec la reprise des frappes, que ce soit dans les territoires palestiniens, même aussi au sud Liban. Je crois que vous étiez au Liban, vous venez de rentrer du Liban, les frappes ont repris, et on entend dans la rhétorique de Benyamin Netanyahou ces menaces à peine voilées en direction du Hezbollah libanais. Oui, alors les menaces sont permanentes, et il y a en permanence des vols de drones même au-dessus de Beyrouth. Ça m'a vraiment frappé lors de mon séjour récent à Beyrouth d'entendre des drones, ce qui est un moyen aussi d'exercer une pression psychologique sur les Libanais pour dire on exige le désarmement du Hezbollah, on estime que le gouvernement libanais ne remplit pas complètement son rôle qui est d'obtenir cela, et donc on maintient ces survols pour bien vous montrer qu'on est là et qu'on peut intervenir à n'importe quel moment lorsqu'on l'aura décidé. Il y a eu des tirs également dans la Beka il y a une dizaine de jours. Donc Israël est complètement présent encore au Liban, et avec une grande inquiétude aujourd'hui chez les Libanais qui ont le sentiment qu'une offensive importante va reprendre sur le Liban. Vrai ou pas, en tous les cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vivent les Libanais, avec, j'insiste, cette pression énorme sur eux. Alors qu'on sait très bien que le gouvernement libanais essaye d'obtenir le désarmement du Hezbollah. Mais pour ça, il faudra avoir une armée forte, solide. Et pour ça, il faut l'aider. Le gouvernement tout seul n'est pas en mesure aujourd'hui de mener complètement à bien cette tâche. Il faut rappeler qu'il y a un accord de cessez-le-feu aussi au Liban, mais qui a été violé à nombreuses reprises. Anne Corpen nous disait tout à l'heure, qui était assise à votre place, 6800 violations du cessez-le-feu depuis que ça a été instauré. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que normalement, il y a un mécanisme de surveillance
parrainé par les États-Unis et la France, et qu'on n'entend absolument pas les voix s'élever de la part de Washington et Paris pour dénoncer ces violations et pour remplir son rôle. C'est pour ça qu'à partir de cet exemple du Liban, je ne peux qu'être inquiète de ce qui va se passer dans la bande de Gaza, même s'il y a un mécanisme qui est censé surveiller cette trêve. Mais à partir du moment où ce sont les Américains et les Israéliens qui sont à la manœuvre et qu'on laisse une toute petite place à d'autres acteurs, cette petite place ne permet pas de contrebalancer finalement la perception qu'ont les Américains de vouloir imposer ce qu'eux estiment devoir imposer. Qui doit jouer son rôle dans cette affaire? On parlait des Turcs tout à l'heure qui essayent de mobiliser les pays arabes. Je crois que c'est important que les pays arabes et que la Turquie essayent de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont vigilants. Ça ne sera pas suffisant, mais on sait que les pays du Golfe peuvent avoir des arguments à faire valoir auprès de Donald Trump, qui en particulier toutes ces affaires qui existent entre les deux. Et on sait que Trump est sensible à cela. Donc, aux pays du Golfe, véritablement, à se mobiliser avec le soutien de la Turquie, ça peut quand même permettre quelque chose. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un vrai investissement de leur part pour essayer de contraindre Trump d'accepter cela. Mais honnêtement, aujourd'hui, moi, je suis quand même encore assez pessimiste et très sceptique sur la façon dont les choses vont se dérouler. Quid des Occidentaux, des Européens ? Écoutez, les Européens sont complètement inexistants dans tout ce processus. On l'a bien vu aujourd'hui, qui se mobilisent. Eh bien, ce sont les pays arabes et la Turquie, et très bien, et je pense que c'est absolument essentiel. Et donc, ce serait à nous, Européens, de travailler avec eux, justement, pour essayer de c'est pas le cas, Agnès Levallois, encore aujourd'hui? Pas suffisamment, me semble-t-il. Pas suffisamment, parce que d'abord, en Europe, nous sommes trop divisés sur cette question. Et je crois que la question des sanctions contre Israël devrait être mise sur la table. Et on sait très bien que au sein des pays européens, il n'y a absolument pas d'accord permettant justement ce signal qui serait un signal fort envoyé à Israël pour véritablement respecter les termes de l'accord, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Et n'oublions pas dans tout cela la Cisjordanie, où ce qui se passe en Cisjordanie est absolument catastrophique, avec des descentes de colons soutenues par l'armée israélienne contre les Palestiniens de Cisjordanie. La France avait d'ailleurs dit, Emmanuel Macron avait dit que ce serait une ligne rouge pour les Français si annexion il y avait de la Cisjordanie occupée, parce qu'il y a le plan Iwan évidemment qui a été validé, approuvé. Ça progresse sur la Cisjordanie. Ça ne fait pas bouger pour autant les chancelleries européennes. Non, parce que pour l'instant, Israël a pris garde, parce que ça a été vraiment une ligne rouge qui a été imposée par les pays du Golfe, de ne pas parler d'annexion. Mais là, il s'agit simplement de mots. Effectivement, Israël ne dit pas annexer, mais dans les faits, les comportements des colons avec le soutien de l'armée démontrent qu'on va dans cette direction sans le dire officiellement pour éviter la réaction des Européens et des pays du Golfe. Merci beaucoup Agnès Levallois, merci d'avoir été l'invitée de l'Info du jour. On va évidemment revenir à ces derniers développements dans le Club France 24 et dans le journal qui arrive. Restez à nos côtés, à tout de suite.